Alors bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Discussion entre coachs. Aujourd'hui, on reçoit Pascal Bonhomme. Alors Pascal, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation de venir partager. On traverse l'océan aujourd'hui pour venir jaser avec toi. Je vais rapidement un peu donner ton CV parce qu'au Québec, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Quelques-uns, par contre, parce qu'ils ont eu à intervenir un peu de l'autre côté, sont allés voir des choses. Alors, Pascal, ancienne joueuse professionnelle à Saint-Cloud, tu as par la suite été dans le développement des clubs pour le comité départemental des Hauts-de-Seine, la même chose comité des clubs et développement des clubs, je m'excuse, et au comité pour la Ligue de Basse-Normandie. Tu as été entraîneur du pôle espoir de Bordeaux. Tu étais responsable de détection féminine durant 9 ans à l'Institut fédéral de Toulouse et c'est un peu pourquoi je t'ai contacté aujourd'hui. Entraîneur de l'équipe de France féminine cadette, directrice technique à Vannes, en plus d'entraîner l'équipe nationale 3. Et prochainement, tu vas être responsable, en fait, du centre de formation du VB Nantes. Et tu auras dans ton mandat aussi d'aller entraîner les joueuses en National 2, si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai oublié des choses dans ton CV très, très grand? Non, déjà, je remercie le Canada de m'avoir invité parce que, comme je te disais un peu en aparté, j'ai ma sœur qui habite au Canada, donc ça me fait très plaisir d'avoir ce petit lien qui est sympa pour moi. En ce qui concerne mon CV, non, à part que la détection nationale, ça n'a pas été que quand j'étais à Toulouse sur le centre national, mais je le faisais déjà avant quand j'étais entraîneur du Pôle Espoir et je le faisais même encore avant quand j'ai été au siège de la Fédération française de volley. Donc voilà, je l'ai fait pendant 9 ans et à chaque fois, mes missions ont changé, mais j'ai gardé la mission de détection nationale. Voilà, tout simplement. En fait, on a vraiment deux systèmes de jeu complètement différents en France et au Québec. Au Québec, on marche beaucoup plus par âge, très distinct. En France, on sait qu'une fille de 14, 15, 16 ans pourrait jouer avec des femmes, en fait, de 30 ans et plus. Euh, Disons que nous autres, le talent, il arrive dans le gymnase et on essaie de le démêler là-dedans. C'est assez rare qu'on a à avoir des sélections, mais j'aimerais ça quand même qu'on fasse le tour avec toi. Puis en commençant, j'aimerais ça que tu me décrives qu'est-ce que le, qu'est-ce que le talent pour toi? Alors, quand j'ai lu un peu, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup jeunes talents pour parler de joueuses qui ont un devenir. Mais pour moi, en fait, la détection, c'est la détection de potentiel. On évalue un potentiel. Et pour moi, c'est une différence entre talent et potentiel, parce que talent, c'est peut-être la finalité. C'est une fois qu'elle a, on va dire, parcouru un petit peu toute la filière et tout le processus de transformation, on va dire, pour devenir une bonne joueuse, on parle de talent. Mais on peut aussi parler de talent. Par exemple, quand moi je vois une joueuse, on peut dire qu'elle a du talent, elle a des qualités, on va dire, mais c'est pas encore un talent. Parce que pour moi, un talent, c'est la finalité de la détection et c'est l'aboutissement d'une carrière. Parce que par exemple, sur la détection nationale, on peut évaluer un potentiel d'une grande débutante qui ne sait absolument pas jouer et qui nous intéresse et qui n'a pas de talent. Ou alors, en tout cas, on va le découvrir au fur et à mesure de sa formation. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a une petite différence entre le talent et le potentiel. Donc moi, je parlerais beaucoup, beaucoup de potentiel et j'évalue voilà, cette qualité-là. C'est la qualité qu'on devrait toutes évaluer comme entraîneur dès qu'on commence. Et toi, quand tu commences à regarder en fait une joueuse ou un joueur, les éléments que tu regardes en premier, c'est quoi? Alors, la première chose que je regarde, parce qu'avant que je la voie, en fait, nous, on a un système qui a été mis en place par la Fédé et un de mes collègues de la détection masculine, c'est de mettre le critère taille dans les licences. Donc, nous, les responsables de la détection garçons ou filles, on a accès aux licences, à toutes les licences fédérales, et on a accès donc à l'âge et à la taille. Mais aussi, on a accès à depuis combien de temps elle joue au volley. Alors, je dis elle, hein, parce que voilà. Donc, du coup, quand moi je vais sur une licence d'une joueuse, je sais à quel âge elle a commencé, quelle taille elle fait et quelle année de naissance elle a. Donc, c'est vrai que, en fait, ces trois critères, en tout cas, sont importants. Et par exemple, on va avoir des joueuses qui jouent depuis 8 ans, qui sont très fortes techniquement, mais où on doit encore évaluer les qualités physiques, les qualités mentales, etc., etc. Donc en fait, moi, je dirais que je regarde, quand je vois une fille, donc il y a le avant, c'est-à-dire que avant de détecter, ce qu'on appelle la prospection, et la prospection se fait d'abord derrière un ordinateur,
Et après, on envoie ces listings. Nous, en fait, on sélectionne les filles par taille. Et après, quand on va sur le terrain, on évalue les filles qui seraient des filles en dessous d'une certaine taille. Donc, on va évaluer les petites. Mais en fait, c'est d'abord les grandes qu'on évalue. Enfin, c'est pas qu'on évalue, mais c'est qu'on les sélectionne dans notre listing. Et après, on l'envoie à la ligue qu'on va visiter. Donc, je vais sur un territoire, par exemple, je vais en Bretagne. J'ai envoyé au cadre d'État la liste qui m'intéressait pour essayer d'identifier ces filles, pour savoir avec mon réseau, savoir si on la connaît, si elle va faire le stage que je vais voir, etc. etc. Donc, en fait, une fois que je suis sur le stage, j'évalue le savoir-faire de la fille par rapport au niveau d'expertise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle sait faire par rapport au nombre d'années de volley qu'elle a. Et donc, par exemple, une fille qui a 8 ans de volley, c'est la meilleure joueuse de la sélection, enfin, en tout cas de la sélection régionale, au niveau du territoire. Eh ben, je vais regarder. C'est sûr que c'est évident que la fille qui joue depuis 8 ans, elle est beaucoup plus douée qu'une fille qui vient de commencer. Mais ce n'est pas que ces filles-là qui nous intéressent. Parce que, par exemple, en Bretagne, il y a des stages de néo-licenciés. C'est-à-dire une fille qui vient d'arriver, qui aurait 1 an de volley, mais qui aurait une taille qui nous intéresserait parce qu'on sait qu'on peut la transformer. Donc, voilà, c'est pas que dans un sens. C'est pas que la grande ou que la petite ou que celle qui joue déjà très bien au volley. Et pour spécifier, en fait, parce qu'au Québec, on commence assez tard, nous, à jouer au volley. Souvent, c'est à 12 ans. Je sais que vous avez du baby volley qui commence à 4 ans, si je me souviens bien. Donc, ça fait une différence qui peut être majeure. Mais vous avez un développement aussi en 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 qui se fait au niveau club. À moins que je me trompe? Oui, c'est le format de compétition, c'est-à-dire qu'en poussin, bon, baby volley, il n'y a pas de compétition, parce qu'on est là, on est comme vous dans votre projet, on va dire national, qui est d'abord s'amuser par le sport. Je le connais un petit peu, il m'a beaucoup inspiré aussi. Et donc, on a ce baby volley, c'est s'amuser par le sport avec des ateliers techniques, ateliers de motricité, début d'analyse de trajectoire avec des jeux, voilà, avec des ballons de baudruche, etc. Donc, le baby volley, il n'y a pas de compétition. Après, quand on arrive sur ce qu'on appelle des moins de 9 ans et moins de 11 ans, il commence à avoir des compétitions. Alors, normalement, c'est pour les moins de 11 ans, mais des fois, on a des moins de 9 ans qui sont déjà très doués et qui auraient fait du volley déjà depuis un moment, puisqu'on a fait du baby, et ben, sont engagés en compétition 2 contre 2. Alors, il y a des formats de compétition où on n'est pas sur le résultat, on est plutôt sur la pratique. On s'est inspiré un petit peu du modèle belge, avec je m'inscris sur un niveau de pratique qui est un certain niveau par rapport à mon niveau aussi. Et il n'y a pas forcément de récompense ou de classement. Mais quand même, en France, on est beaucoup sur des compétitions où il y a un classement, et c'est quand même la majorité de notre système. Et après, quand on arrive sur les poussins, donc les moins de 13 ans, on est sur du 4-4. Il y a quelques ligues qui font du 3-3 ou qui continuent à faire du 2-2 en moins de 13 ans, mais notre format, on va dire, notre format de jeu en 4-4, c'est pour les moins de 13 ans. C'est celui qui est le plus répandu. Et puis après, dès qu'on arrive en moins de 15 ans, on est sur du 6-6. Même s'il y a certaines ligues aussi qui continuent à faire du 4-4 pour les moins de 15 ans. Et après, voilà, on est sur du 6-6 à partir de moins de 15 ans, quoi. Donc, ça change un peu la détection de la joueuse que tu as à voir qui a commencé très, très tôt versus, comme tu disais, celle qui n'a pas commencé. Fait que quand tu regardes une joueuse jouer versus une joueuse qui a moins joué, c'est quoi les éléments qui viennent vraiment t'allumer pour te dire oui, c'est un élément qu'on recherchait, nous, dans notre détection? Alors moi, d'abord, ça va plaire ou pas plaire, mais j'ai établi des cases, on va dire, c'est pas vraiment des cases, mais c'est des profils de joueuses, parce que la détection, elle doit toucher différents profils de joueuses. Parce que tu m'as un peu évoqué les âges, mais en fait, c'est pas que les âges, parce que on peut avoir, et ça vous l'avez aussi au Canada, une jeune fille qui n'a pas encore eu ses règles et qui à 17 ans, s'est pas transformée. Donc il y a aussi le secteur un peu développement physiologique qui est important. Ouais. Donc, en fait, on peut avoir une grande débutante, par exemple. Donc, moi, j'ai différents profils. J'en ai établi 1, 2, 3, 4 différents profils que j'observe. Et en fonction de ce que j'observe de son profil, donc je vais te les donner. Il y a d'abord ce que je cherche en premier, c'est la débutante ou la tardive. Alors, la débutante, c'est la fille qui vient de commencer le volley, mais qui aurait une grande taille. Par exemple, une fille d'1,80 m en Benjamin, ça arrive. Moi, j'ai déjà eu des filles d'1,90 m en Benjamin. C'est quand même exceptionnel, mais oui. il faut quand même
en tout cas l'évaluer et la considérer, puisque la détection aussi, on fait un sport de grand. Hein. Donc il y a cette jeune fille qui aurait jamais fait le volley, qui débarquerait dans un de nos clubs et qui pourrait nous intéresser et qu'on va évaluer après sur sa capacité, d'autres capacités que son capacité à jouer au volley, puisqu'elle vient de commencer. Et puis après, il y a la tardive, c'est-à-dire que c'est une fille qu'on n'aurait pas identifiée, qui aurait commencé le volley tard. Pour nous, tard, c'est par exemple à 14 ans, on va avoir une grande qui vient de débarquer. Et elle est tardive par rapport à l'année de naissance qu'on essaye de détecter. Par exemple, aujourd'hui, ils doivent être sur l'année de détection, on va dire, ou le début d'année de détection, c'est les Benjamins, ça doit être des 2007, je ne me souviens plus trop. Je ne m'en souviens plus où ils en sont, ils sont même plus jeunes encore, je pense, parce que moi, je ne fais plus la détection depuis longtemps. Donc, par exemple, ils sont dans l'année des 2007 et en fait, c'est une fille qui serait plus âgée et qui serait un grand gabarit. Donc, elle est tardive par rapport à l'année qu'on est en train de détecter, mais on va quand même l'avoir. Par exemple, ça peut être une minime deuxième année qu'on va intégrer en stage de détection nationale, alors qu'on nous, habituellement, on essaye de sélectionner des Benjamins, première année ou deuxième année. Donc, elle est tardive par rapport à sa génération par rapport au moment où on la détecte. Donc, ça, c'est le premier profil. Soit la grande débutante, soit la tardive. Et c'est celle quand même qui nous intéresse le plus parce qu'elle a un profil de grande taille. Après, il y a le potentiel physique. C'est simple, hein. Souvent, nous, c'est la joueuse avec des qualités physiques de saut, parce que quand on dit profil physique, c'est pas forcément de grande taille. C'est surtout des qualités de vitesse, des qualités de saut ou des qualités de frappe. Donc ça, c'est un profil physique. Et après, on a le profil technique. Donc en général, c'est une fille assez petite qui sait faire énormément de choses pour son âge, qui a déjà développé des savoir-faire techniques. Des fois, c'est des filles qui jouent depuis qu'elles sont poussines ou baby et qui savent faire des choses que des filles de son âge ne savent pas faire. Mais souvent, ces filles-là qui ont un profil technique, on ne sait pas trop ce qu'elles vont devenir. Elles sont fortes le jour où on la détecte, le jour où voilà, elle est même en avance sur sa génération, mais ce n'est pas dit que c'est elle qui va être forte plus tard. Donc, ce n'est pas, on va dire, le potentiel de savoir-faire du jour d'aujourd'hui qui va être l'international de demain. Donc, il faut que c'est là où il y a une petite différence sur la détection. Donc, ça, c'est le troisième profil. Donc, il y a la débutante tardive ou tardive, il y a le profil physique, il y a le profil technique et il y a le profil intermédiaire. Alors, moi, ça, c'est moi, j'ai mis intermédiaire parce qu'en fait, on ne sait pas trop dans quelle case elle est. C'est une fille un peu moyenne qui va dire, pour sa taille, en général, quand on détecte, on est en minime première année ou en Benjamin 2. Elle est assez grande pour son âge, mais elle n'a pas vraiment de qualité physique, pas vraiment de qualité technique, mais elle est intéressante par son profil de taille et on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Donc, en fait, on ne sait pas trop dans quelle case la mettre. Ce n'est pas vraiment une débutante, ce n'est pas vraiment une tardive, mais elle est grande et en fait, c'est son contexte, son environnement de pratique qui va peut-être la déterminer vers le haut niveau. On ne sait pas. Donc voilà, pour moi, c'est ça en fait, c'est là-dessus que j'ai développé la détection sur les différents profils. Voilà, puis après, il y a. Voilà, donc ça c'est sur la question de qu'est-ce que je regarde, hein, quel type de. Ouais, exact. Et en fait, en fonction de son profil, si c'est un profil physique, par exemple, je sais que mon axe de travail ne va pas être le même que pour un profil débutant. Par exemple, à profil physique, je sais que c'est une fille qui aime attaquer, qui aime le jeu offensif. Peut-être mes axes de travail, quand je vais travailler avec elle, ça sera plutôt de compléter ce qu'elle n'aime pas faire. Par exemple, elle n'aime pas faire la relance, elle n'aime pas faire la recette, elle n'aime pas. Donc, le fond de jeu, tout son fond de jeu, c'est le développer parce qu'elle sait déjà faire autre chose et il faut faire en sorte qu'elle devienne plus polyvalente. Quand c'est une joueuse débutante, je vais peut-être essayer de développer 2 points forts pour elle. Un service efficace, ou en tout cas qui la rende efficace et qui lui donne de la réussite, et éventuellement des qualités au bloc qui permettent de gagner des points dans une équipe. Et donc, qui l'encourage à continuer à la pratique du volley. Donc, tu vois, en fonction de ce qu'on aura détecté au départ, qu'est-ce qu'elle est au départ, qu'est-ce qu'on va lui proposer comme travail complémentaire pour la développer. J'aime bien, en fait, les 4 catégories que tu as données. Est-ce qu'une joueuse peut se retrouver dans 2 ou 3 catégories? Voilà. Alors, en fait, c'est là où je détermine le profil de haut niveau. Souvent, c'est quand elle cumule 2 choses. En général, c'est d'abord le profil physique. C'est-à-dire une fille qui serait technique et physique a des chances de faire du haut niveau. D'accord ? Une fille qui serait débutante ou tardive, donc de grande taille, et qui aurait des qualités physiques,
a des chances de jouer au haut niveau. Nous, on a une fille aujourd'hui qui était une grande débutante en Benjamin quand je l'ai vue commencer, qui était quand même la fille d'un ancien sportif de très haut niveau, un ancien champion d'Europe de saut en hauteur. Donc tu vois les qualités physiques. Mais elle ne savait absolument pas jouer au volley. Et ben pour moi, c'est une fille qui cumulait le profil de grande taille avec des qualités physiques. Et pourtant, qui n'était pas du tout une volleyeuse, hein. Ne savait pas jouer à ce moment-là. Mais comme elle cumulait deux qualités, elle avait des chances. Et aujourd'hui, c'est c'est un des gros potentiels de l'équipe de France senior, quoi. Voilà, elle était au club de Nantes, justement, où je vais aller, en tant que joueuse professionnelle. Et là, elle part dans un des meilleurs, un des meilleurs clubs professionnels mondiaux. Voilà. Donc, voilà. Donc, cumuler deux qualités. Souvent, c'est physique avec quelque chose. Voilà. Bien Donc, entendu, technique et tactique, mais en fait, on n'évalue pas encore l'aspect tactique. Ça se fait vraiment en fin de cursus, quoi. OK, alors, si je comprends bien, au début, tu as les 4, mais vous en rajoutez après. On en rajoute ou en fait on évalue après de plus en plus les attitudes. Donc on en parlera un petit peu après, mais c'est qu'est-ce que je regarde sur les comportements, quel type de personnalité c'est. Voilà. Parce qu'il y a des types de personnalités en fonction, donc je te les décrirai. Il faudra que je regarde si je peux avoir accès à mes documents en même temps. Je ne sais pas si je peux partager, mais quand je venais en visite de détection, j'ai des filles que j'évalue. J'ai 4 aussi profils de joueuses à l'entraînement et 4 profils de joueuses en compétition, qui ont des types de personnalités complètement différentes, quoi. Oh, c'est vraiment intéressant. On va y retourner là-dedans. Dans les 4 phases, j'aimais bien la partie physique où tu expliquais que une des choses que vous évaluez, c'est la force de frappe. J'avais dans un des épisodes qu'on avait, on parlait avec Olivier Trudel, qui est l'entraîneur des Carabins de Montréal, puis lui, il disait que souvent on sous-évaluait cette capacité de nos joueurs au Québec à frapper fort. Et je suis content de voir, mais comment vous l'évaluez, la force? Alors, en fait, c'est pas la force. Nous, on va être plutôt sur la vitesse de bras, quoi. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, forcément, évaluer le lancer. Ouais. Moi, je sais que je suis une ancienne lanceuse de javelot, donc je suis très sensible à ça, c'est-à-dire l'élasticité, le chemin de lancement d'un bras, par exemple. Ça, je regarde énormément. L'élasticité musculaire. Ça, c'est des évaluations qui sont plus poussées, qui sont faites plutôt en pôle. Et alors là, je pourrais pas trop t'en parler parce que je suis pas du tout préparatrice physique. Mais la capacité du muscle à s'étirer et à revenir vite. Donc ça se voit, même si on l'évalue pas, ça se voit une fille qui va chercher très loin et qui a des grands angles ou des grandes ouvertures d'épaule et qui va permettre d'avoir une vitesse de bras assez intéressante. Après, il y a des forces de frappe, il y a des gens qui ont un bras lourd. Souvent, c'est lié au morphotype, une fille qui est assez carrée des épaules, un peu, on va dire, une nageuse, quoi, avec des épaules un peu carrées, etc., et qui frappe lourd. Parce qu'il y a la frappe vite, il y a la frappe lourde, qui est intéressante. Ouais. Mais c'est vrai que le volleyball, on regarde souvent le saut. Mais moi, j'aime bien regarder aussi la qualité d'épaule. Parce que même si tu sautes pas beaucoup et que quand même tu es grande et que tu es capable de frapper fort, on n'en a pas beaucoup, nous, dans le volleyball féminin. On a beaucoup de filles qui sautent ou qui sont grandes, mais pas qui frappent fort. Souvent, on regarde les États-Unis parce qu'on se dit, mais voilà, prépa physique. Mais oui, c'est la vérité. Mais moi, je préfère une joueuse avec une vitesse de bras plutôt qu'une frappe lourde. Parce que la vitesse, quand même, c'est aussi un élément important en plus de la taille dans le volleyball, quoi. Et si on allait plus spécifiquement pour nous au Québec, parce que ça peut nous donner un coup de main, considérant qu'une joueuse débute à 12 ans, qu'ils mesurent toutes 1,80 m, on va les standardiser, qu'elles sautent toutes la même hauteur, tu rechercherais quoi d'une joueuse qui a 14 ans, qui chez nous, dans une ligue benjamine, fait qu'une joueuse qui peut commencer à jouer au volley? Donc, tu veux dire même taille, mais pas le même âge, en fait. Quelles sont mes si elle attentes? commençait à 14 ans, en fait, les joueuses ont 14 ans qui arrivent dans le gymnase devant toi, elles mesurent toutes 1,80 m, elles sautent toutes la même hauteur. Tu vas aller rechercher quoi comme élément pour essayer de les départager entre elles? Ouais. Alors là, moi déjà, j'aimerais un petit peu regarder là, ça va un petit peu au-delà. On n'est pas que sur l'âge ou le morphotype. Donc, par exemple, si elle a entre 12 et 14 ans, moi, je vais regarder beaucoup la motricité, comment elle se déplace, comment elle bouge.
Est-ce que on va regarder aussi, parce que des fois, quand on a des très grandes, voilà, si tu me dis une taille moyenne, pour moi, c'est une taille moyenne, 1m80, mais c'est quand même une grande taille, hein. Mais la motricité, de comment elle place ses appuis, comment la stabilité du genou, la stabilité des, même si ça se travaille, hein, la stabilité des hanches, voir son gainage. Donc moi, la motricité, sa capacité à bouger, pour moi, est important. J'aime bien regarder aussi son goût pour le sport et son goût pour l'effort. Donc pour moi, c'est important parce que souvent, quand tu les vois en match, si tu fais que la détection en match, peut-être ta vision est un peu faussée. Quand si tu regardes que l'entraînement, c'est-à-dire que moi je vais sur des stages de sélection où je vois que l'entraînement et que je ne les vois pas en match, ma vision peut être faussée aussi. Parce qu'on peut avoir des joueuses d'entraînement, mais qui ne sont pas efficaces en match. Et on peut avoir des joueuses de match qui ne sont pas du tout des grosses travailleuses. Et on sait que le haut niveau, c'est du travail. Alors, il peut y avoir des gens doués, qui peuvent être doués, mais il n'y en a quand même pas une grande majorité. Il y a peut-être, allez, on va dire, à 5 ou 10% qui réussissent à haut niveau sans travailler, ce qui est quand même peu. Donc, pour moi, c'est important de regarder comment elles sont à l'entraînement, comment elles sont en match. Donc, pour dire, par rapport toujours à tes catégories d'âge, là, 12 ans, 14 ans, on va dire, pour moi, c'est difficile de, de dire à 12 ans c'est ça, à 14 ans c'est ça, puisqu'il y a toujours ce problème voilà, de physiologie, comment elles sont matures, est-ce qu'elles sont grandes, est-ce qu'elles ont fini leur croissance, est-ce qu'elles n'ont pas fini leur croissance, tout ça c'est un peu difficile à évaluer entre 12 et 14 ans, parce que c'est quand même très différent à cet âge-là. Donc la motricité, le goût pour le sport et le goût pour l'effort. Et puis j'aime bien aussi évaluer l'environnement familial. Parce que pour moi, l'environnement familial est très important. Parce que j'ai déjà eu, sur les 9 ans d'expérience, des joueuses très intéressantes, mais gâchées par leurs parents. Parce que les parents ont beaucoup d'ambition pour leur fille. Donc, moi, j'en ai eu un papa qui avait tellement d'ambition pour la fille qu'il assistait au stage de détection. Il m'invitait à boire un coup. Alors, moi, je ne bois pas du tout. Donc, m'avait acheté. Et en fait, j'aime pas du tout cet environnement où, en fait, on essaye de t'acheter. Donc, pour moi, c'est très important de savoir si les parents sont impliqués, comment ils sont impliqués, un peu trop ou pas assez. Mais quand c'est trop, souvent la joueuse, elle se plante dans son projet. Et les parents, quand ils se mêlent d'un projet qui n'est pas le leur, pas vraiment le leur en fait, en partie où ils ont leur responsabilité bien sûr, mais c'est pas leur projet, c'est compliqué. Et puis après, il y a le cas aussi des joueuses qui ont une telle pression familiale parce que papa a été cadre d'État de la fédération ou a été ancien joueur professionnel, ou j'ai mon frère et ma soeur qui a déjà réussi dans le volley. Tout l'environnement est important et peut être un déclencheur soit de réussite, soit d'échec. Pour moi, c'est important. Donc, j'aime bien savoir ce que font les parents dans la vie. Est-ce qu'ils sont vraiment impliqués? Est-ce qu'ils sont entraîneurs? Parce que souvent aussi, nous, en France, on a ça, hein, mais je pense que vous aussi, des parents qui sont l'entraîneur de leurs enfants et en fait, qui ont du mal à laisser la responsabilité à un autre entraîneur. Et globalement, c'est moi qui vais amener ma fille à haut niveau. Et ça, c'est compliqué. Et souvent, ça pose des problèmes, en tout cas, d'ouverture d'esprit pour la joueuse, parce qu'elle elle va tourner la tête pour savoir ce que papa et maman a dit, et elle va plus écouter le coach. Et en fait, on se retrouve avec une fille qui n'est pas, où on ne peut pas, nous, l'amener où on veut aller, parce qu'elle est déjà sous influence. Donc, pour moi, ça, c'est important. Donc ça, c'est pour la catégorie 12-14 ans. J'ai peut-être loupé des choses, hein, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as parlé de tout ça. Après, à l'âge de 16 ans, moi, ce que j'aime bien, c'est voir la fiabilité. C'est-à-dire, une joueuse fiable, pour moi, elle s'est engagée sur certains objectifs et elle va au bout des objectifs qu'elle s'est fixés. Ou qu'elle s'est fixés avec l'entraîneur. Parce que des fois, elle promet des choses à l'entraîneur ou elle se promet des choses à elle-même et elle ne va pas au bout. Parce qu'elle veut prendre des raccourcis, parce qu'elle veut aller plus vite, parce qu'on l'a influencée sur d'autres choses. Voilà. Pour moi, une joueuse fiable aussi, c'est une joueuse qui ne va pas te trahir globalement, toi en tant qu'entraîneur. Donc, pour moi, c'est important. C'est quand tu investis sur quelqu'un, c'est parce que souvent, chez les féminines, par exemple, et ben, dès qu'elles ont une autre opportunité, pam, on appelle ça un couteau dans le dos, nous, en France, et elles ne vont pas au bout de ce qu'elles ont dit qu'elles feraient, quoi. Donc pour moi, à 16 ans, c'est ça la fiabilité. Et c'est aussi quelles conditions elle se met autour, l'environnement qu'elle met en place pour réussir.
Par exemple, une fille qui était très douée, sur laquelle tu as investi et qui va donner une priorité à son petit copain. C'est-à-dire que moi, j'en ai eu une fille au pôle comme ça, qui m'a trouvé une excuse pour pas venir à l'entraînement, alors qu'au pôle, c'est très réglementé. Quand elles sont pas là, on le sait, parce qu'elles sont en crêpes, elles sont suivies, etc. Elles n'ont pas assisté au cours, ou on le sait. Voilà. Et en fait, elle m'a trouvé une excuse de maladie ou d'aller voir. Voilà. Et elle n'est pas venue. Moi, je n'ai pas demandé de venir à l'entraînement pour autant. Je lui ai fait confiance. Et en fait, j'ai appris, ou je l'ai vu, ou j'ai appris par quelqu'un d'autre qu'elle était partie manger avec son copain. Donc pour moi, ça, c'est de la trahison aussi. Et c'est de la fiabilité. Ça revient un petit peu à ça. Donc, qu'est-ce qu'elle est prête à mettre en place comme projet pour elle, pour réussir? Et à 16 ans, pour moi, ça s'appelle des responsabilités. Et assumer ses responsabilités. Donc c'est ce que je dirais un peu, en plus des qualités de joueuse, hein, c'est tout ce qui va autour des qualités de joueuse. Et après, entre 18 et 20 ans, j'ai mis un peu dans la même case aussi. Il y a ce que je regarde aussi, c'est les choix de la joueuse. Alors c'est vrai que moi, après 18 ans, j'ai plus trop de détection nationale. Elle est plus vraiment suivie par la détection nationale. C'est son projet à elle. Mais je dirais qu'à 18 ans, on continue à les suivre en détection nationale, mais en fait, c'est leur projet à elles. Elles sont dans une autre structure, et c'est la structure qui leur permet d'évoluer. Donc pour moi, à 18 ans ou 20 ans, c'est les choix. Est-ce que je fais des choix affectifs? Est-ce que j'ai une ambition mal placée? Est-ce que mon envie, c'est d'aller vite? Par exemple, une joueuse de 18 ans qui a envie d'être tout de suite joueuse pro, ou quoi, tout de suite envie de faire un centre de formation avant d'être assez patiente pour sa carrière. Parce qu'on sait qu'une carrière, ça se construit sur 10 ans, voire un peu plus. Donc, la fille qui veut aller vite, souvent, elle se plante. Enfin, c'est l'expérience que j'en ai. Et faire des mauvais choix, c'est-à-dire je fais un choix affectif, je décide d'aller dans tel club parce que j'ai une copine qui va, ou parce que je vais me rapprocher de mon copain, et donc les choix affectifs, ou je vais aller choisir tel club parce que c'est dans une région où j'ai de la famille. Et ben voilà, souvent la joueuse, elle se plante parce qu'elle fait des choix affectifs. Et après, il y a le projet de vie. Quel choix elle fait? Est-ce qu'elle respecte son triple projet? On appelle ça triple projet, c'est un projet de vie. C'est-à-dire que j'ai une qualité de vie qui me permet de me sentir bien dans ma tête, le bien-être, ce qu'on appelle le bien-être. Il y a le projet professionnel et le projet d'études. Si le triple projet est bien réalisé, en général, la fille, elle s'en sort bien, et on la retrouve à haut niveau. Voilà. Est-ce que tu m'as suivi un peu sur Oui. tout? Oui, puis j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur la phase des parents, parce que je crois que c'est une réalité que vous avez, qu'on a aussi. Comment tu faisais en fait, pour faire, tu faisais une mini-enquête sur la famille? Non, je Comment fais ça se pas une passe? mini-enquête, mais déjà, la première chose, c'est que, en fait, tout le monde se connaît, hein, dans le monde du volley, nous, même en France. Alors peut-être notre pays est plus petit que le vôtre, donc c'est plus facile. Mais souvent, quand la joueuse, je l'ai détectée, elle était en club, et puis je l'ai vue en sélection départementale. On voit si les parents sont dans les tribunes, si pas dans les tribunes. On les rencontre pour discuter du projet de leur fille. On voit comment ils réagissent. Est-ce qu'ils nous font confiance? Est-ce qu'on sent que... Après, c'est de l'expérience à force. Moi, les premières années, je me suis fait avoir, hein, des parents qui me disaient des choses et puis en fait, qui faisaient autre chose derrière. Donc voilà, après, c'est vraiment l'expertise. Donc savoir s'ils les suivent, c'est important, mais aussi des fois, c'est pas... Moi, par exemple, j'ai joué en pro, mais mes parents sont jamais venus me voir jouer. Parce que c'était pas leur projet, parce que ça les intéressait pas plus que ça. Et en fait, je me suis construit aussi un caractère parfois, parce que j'avais envie qu'ils soient fiers de moi. J'ai envie qu'ils les obliger à venir me voir. Et une fois, quand j'ai été joueuse pro, ils sont venus me voir, pas pour me faire plaisir, parce qu'ils ont vu que c'était vraiment quelque chose qui était abouti. C'est un projet qui était abouti. Du coup, je construis mon caractère pour prouver à mes parents que je faisais un truc qui me plaisait, et où je voulais qu'ils soient fiers de moi. Donc, cette importance aussi de parents qui ne suivent pas, des fois, est importante. Mais il y a aussi, à l'inverse, des parents qui ne suivent pas du tout, fait que peut-être la joueuse va abandonner son projet de haut niveau. Donc ça, on ne peut pas savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les jeunes potentiels qui sont trop entourés, où les parents pensent qu'ils feront mieux que la filière, ça peut être dangereux. Et en tout cas, tous les exemples que j'ai n'ont pas été super positifs. Les seuls qui ont réussi, c'est des parents qui se sont pas mêlés, mais qui ont eu une certaine culture volley, qui ont fait du haut niveau. Et nous, on sait qu'en France, tous nos internationaux, on va dire 80%, sont issus de la famille volley, quoi. Donc on sait que ça peut réussir aussi. C'est souvent des joueuses des fils de ou des filles de, souvent qui réussissent à très haut niveau, parce qu'il y a cette culture aussi qui fait qu'elles abandonnent pas en cours de route.
Donc, j'ai pas d'évaluation, c'est vraiment mon ressenti, hein. Mais pour moi, c'est important de savoir comment elles sont entourées, trop, pas assez. Mais c'est pas un critère de sélection, par contre. OK. Est-ce que ça devenait un critère pour peut-être rapidement dire à la joueuse, ben, je crois que c'est pas ta place ici, étant donné que? Par rapport, tu veux dire, à l'environnement familial? Ouais. Non, en fait, moi, c'est juste une impression que je me donne et c'est une alerte de savoir comment elle est entourée, trop, pas assez, etc. Mais ça n'a aucune influence sur mon jugement. Si c'est un potentiel physique de grande taille, technique, etc., je vais quand même la détecter. C'est après, sur le long terme, qu'on envisagera ou pas, mais c'est pas moi qui décide du projet de la joueuse. Moi, je fais que détecter. Le projet de la joueuse, c'est elle qui se la construit au fur et à mesure des propositions qu'on lui fait, même des choix des parents, etc. Mais ça n'a pas d'influence. Mais j'en tiens, enfin, c'est pas que j'en tiens compte, je m'alerte avec, voilà. Et ça peut m'arriver, ça m'est arrivé une fois, de ne pas prendre une joueuse parce que la famille, comme on dit nous en France, me saoulait. C'est-à-dire que, en fait, nous permettait pas de travailler. Donc à un moment, ça te bouffe tellement d'énergie, c'est pas normal, hein, mais ça te bouffe tellement d'énergie qu'en fait, tu préfères investir sur quelqu'un d'autre. Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est l'énergie qu'on dépense comme entraîneur. Surtout que du temps, on n'en a pas tant que ça. Donc, et donc la fille, peut-être on la retrouve dans le système, hein, et peut-être on la retrouve jamais, hein, mais des fois, on se prive de certaines personnes parce que un environnement trop étouffant. En fait, c'est une des choses que j'aime beaucoup quand tu parles beaucoup de projets de joueuse, que c'est elle qui va placer son projet et comment elle va évoluer là-dedans. C'est une chose que vous parlez beaucoup en France parce que j'ai quelques amis encore que je parle régulièrement. Je- c'est peut-être quelque chose qui nous manque au Québec. On met souvent l'entraîneur dans le projet principal versus l'athlète qui a un grand chemin à faire là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mettre, en fait, pour nous au Québec, en considération plus rapidement. Je sais que nous, moi j'ai été prof EPS, donc j'ai été dans l'enseignement. Et en fait, dans l'enseignement, c'est un truc que j'avais appris, c'est que en fait, l'élève est au cœur de son apprentissage. C'est lui qui est acteur de son apprentissage. Et en fait, nous, on est des aides, des béquilles, on va dire, et qu'elles soient courtes, longues, etc., qui nous suivent longtemps ou pas. Mais moi, je sais que j'ai vécu aussi en termes de détection où les choix des joueuses étaient liés à ce que l'entraîneur du club décidait pour elles, quoi. Et ça, c'est forcément. Alors, je ne vais pas être aussi directive, mais ça peut être vraiment directement droit dans le mur. Comme on dit, nous, c'est que droit dans le mur, c'est que tu te plantes, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui doit décider pour toi de ton projet. Moi, je l'ai vécu, hein, un entraîneur qui m'a dit reste au club, t'inquiète, je t'enverrai là, je t'enverrai là. Puis j'ai attendu jusqu'à ce qu'en fait, il quitte le club. Et là, moi, je me suis retrouvée sans projet, quoi. Donc, on ne peut pas être dépendant de quelqu'un. Il faut que l'entraîneur pense que c'est une aide et que moi, j'ai beaucoup lutté contre ça aussi, où les entraîneurs pensent que la joueuse leur appartient. À partir du moment où elle est licenciée dans leur club, la joueuse leur appartient. Et ça, c'est terrible. C'est terrible et c'est terrible pour la détection aussi parce qu'on a du mal, du coup, à faire évoluer quelqu'un qui est autant enchaîné, on va dire, à son club. Il y a des gens, hein, qui sont passés à côté, on en parlera après, mais qui sont passés à côté à cause de ça, à être trop, penser trop devoir au club. Oui, c'est le club est on va dire la source de formation et on leur doit quelque chose parce qu'elle nous a aidé à nous former. Mais on est libre, on est libre. Donc voilà, un licencié n'est pas attaché ni à un entraîneur ni à un club. On espère qu'il reste le plus longtemps possible, mais c'est à nous de créer les conditions pour qu'il reste cet athlète. Ouais, c'est un peu la différence. C'est vous qui vous posez la question pourquoi l'athlète n'est pas resté si jamais elle quitte. Voilà. Mais je te rassure, hein, il y a des cas où on n'y arrive pas, hein, où il y a des tels liens entre l'athlète et l'entraîneur qu'on n'y arrive pas. Et l'idée, c'est pas non plus de quitter tout le temps, de partir, parce que la détection, c'est cette image-là qu'elle reflète. C'est globalement, quand j'entrais dans une salle, on me dit alors tu viens de faire ton marché, tu vois ce que ça veut dire, tu viens faire ton marché, Ouais. tu viens de servir. Et ça a des connotations assez négatives. Non, je viens aider le volleyball français à devenir plus fort. C'est tout ce que je faisais. Et même si c'est dur pour certains entraîneurs, mais j'ai été aussi entraîneur de club et c'est dur de voir partir un athlète que tu as formé. C'est dur.